la conférence de Copenhague fixait une échéance, qui était celle du 31 janvier, pour que les États signifient à la Convention leurs objectifs, leurs engagements, suite à l'accord signé en décembre. Je dirais que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de surprise, puisque les engagements pris par les États étaient conformes aux effets d'annonce, enfin aux annonces faites en amont à Copenhague, et que d'une manière générale, de l'aveu même du secrétaire de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, tous ces engagements sont insuffisants pour parvenir à l'objectif qui est au cœur de l'accord de Copenhague, celui de réduire, de limiter à 2 degrés l'augmentation des températures de la planète. Donc le calendrier fixé avant la conférence de Cancun, qui aura lieu en novembre prochain, il va y avoir une étape importante, c'est celle de Bonn début juin. Dans la perspective de cette conférence de Bonn, il y a un texte qui doit être rédigé d'ici au 17 mai par une représentante du Zimbabwe pour avancer un certain nombre d'idées et de propositions qui constitueront les points de la négociation. Outre ce cadre onusien de négociation, on peut souligner que depuis Copenhague, il y a eu un certain nombre de réunions qui se sont tenues. On peut évoquer celle qui a eu lieu à Paris en mars avec les pays des bassins forestiers et qui sera réitérée au mois de mai en Norvège. On peut aussi évoquer le Forum des économies majeures qui regroupe 17 pays des plus gros émetteurs du monde. Ou encore la montée en puissance du groupe BASIC, du groupe des pays émergents, donc les initiales de BASIC étant Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine. Ce groupe-là monte en puissance, s'est réuni plusieurs fois depuis Copenhague. Donc finalement, cette multiplication des forums où on discute autour du climat est quelque part une sorte de lot de consolation suite à l'échec de Copenhague. On constate néanmoins que les questions climatiques donnent lieu à une intensification des forums de concertation. Cette conférence qui s'est tenue pendant quelques jours la semaine dernière en Bolivie à Cochabamba a une portée particulière dans la mesure où elle s'est tenue dans le pays qui a dénoncé avec le plus de virulence l'accord de Copenhague, et qui d'ailleurs ne s'y est pas associé et le rejette toujours. Cette conférence réunissait plus de 20 000 personnes, principalement des personnes de la société civile et notamment énormément de représentants des communautés indigènes. Au niveau politique, en réalité, peu de chefs d'État ont fait le déplacement. Seul Hugo Chavez était présent comme chef d'État. Néanmoins, un certain nombre de négociateurs des pays partis à la Convention des Nations Unies étaient présents. Je pense notamment pour la France à Brice Lalonde. Cette conférence de Cochabamba avait pour objectif de faire valoir et de mettre en avant les intérêts des populations les plus vulnérables au réchauffement climatique qui, de l'aveu général, ont un poids assez faible dans la négociation internationale. Cette conférence a donné lieu à un accord intitulé l'accord des peuples, dans lequel on a tout d'abord bien sûr un certain nombre de dénonciations du système capitaliste comme étant responsable de la situation aujourd'hui sur le climat, des attaques en règle contre les États-Unis, mais outre ces aspects-là, on a une proposition qui a été avancée d'un tribunal sur le climat qui se fonderait sur une déclaration universelle du droit de la terre-mère et qui pourrait donner lieu donc à une juridiction chargée de faire respecter une telle déclaration. Dans la perspective du sommet de Cancun, on est dans un scénario bis repetita des négociations qui ont mené à Copenhague, puisque l'accord de Copenhague a été jugé peu ambitieux. Donc l'enjeu de Cancun, c'est de réaffirmer les quelques propositions qui sont faites dans cet accord, et toute la question étant de les rendre juridiquement contraignantes. Je crois que là-dessus, on ne peut que être pessimiste, puisque dans le cadre de cette négociation, le duo Chine-États-Unis compte énormément. Pour ce qui est de la Chine, il y a très peu de chances qu'elle prenne des engagements chiffrés de réduction de ses émissions en termes absolus.
Or, les États-Unis conditionnent leur participation à un accord juridiquement contraignant à un engagement chiffré de la Chine. Qui plus est, sur l'agenda domestique américain, l'administration Obama peine à imposer, à faire valoir sa loi sur le climat, sa loi pour un plan d'action sur le climat. Disons, dans la perspective de Cancun, l'autre objectif, c'est de rétablir la confiance entre tous les protagonistes de la négociation. On a vu au lendemain de Copenhague, tout le monde a expliqué que le système onusien était à bout de souffle et que les mécanismes de coopération devaient être revus dans ce cadre-là. On a eu un signe, disons, négatif ces dernières semaines avec la démission du secrétaire général de la Convention, qui a en fait qui a confirmé, enfin qui était un aveu de faiblesse de cette Convention. Ce signe négatif, toute la question est, est-ce que son remplaçant sera à même de relancer une dynamique de confiance? Et puis pour ce qui est de Cancun, le dernier point qu'on peut souligner, là encore relativement pessimiste, c'est que tout ce qui avait été, cette mobilisation extraordinaire et sans égale dans la négociation climatique qu'on a eue à Copenhague était directement le résultat du rapport du GIEC de 2007, qui avait eu un écho assez important avec l'attribution du prix Nobel de la paix, et qui a véritablement donné lieu à une mobilisation parce que l'inquiétude était présente. On voit aujourd'hui et ces dernières semaines que le GIEC est dans la tempête. Donc on voit bien que cette mise en cause de la communauté scientifique qui est au cœur, qui constitue le socle de la négociation politique, eh bien elle est tout à fait préjudiciable à un vent de mobilisation à Cancun comme celui qu'on avait eu à Copenhague.